beaucoup. Alors effectivement, on peut dire que nous avons beaucoup de chance de passer ce moment avec Gérard Jugnot. Il faut savoir que, non mais je vais quand même vous le préciser Gérard, parce que les comédiens qui acceptent déjà les interviews en tournée, c'est de plus en plus rare, je trouve. Les comédiens qui acceptent d'autres propositions, comme de participer à des rencontres comme celle-ci, sont encore moins nombreux. Et vous, quand on vous sollicite, vous aviez même accepté il y a quelques années d'aller planter un arbre, moi venant de Metz, au jardin fruitier de la Connexie. Ah, votre micro. Chut. Ça y est, ça commence maintenant, chut. Ah voilà. Oui, oui, je me souviens très bien. Je ne sais pas ce que j'avais planté, mais je ne sais plus. Un très bel endroit. Et on m'avait envoyé un petit arbre. Il devait m'en envoyer un autre, il ne m'a pas envoyé. J'avais planté dans mon jardin dans le sud un noisetier qui n'a pas bien pris. Mince. J'espère. Donc une mauvaise expérience au jardin fruitier de la Connexie. Non, c'est une bonne très bel endroit. Mais oui, mais en plus il faisait un temps vraiment pas terrible, hein, le jour où nous y étions allés. Ouais. Et c'est pour dire qu'après vous aviez quand même la représentation du paquet, la pièce de Philippe Claudel qui est un seul en scène, et c'est pas une mince affaire quand même ce texte de Philippe Claudel. Oui, donc avoir accepté tout ça dans la journée, c'est très rare. Donc, on a la chance de passer ce moment avec Gérard Jugnot en partenariat avec organisé par la médiathèque Le Parnasse donc de Saint-Louis. On remercie aussi l'Alliance française de Bâle, dont sa directrice est présente avec nous, et puis la librairie Ancrage, qui vous permettra de faire dédicacer les livres de Gérard Jugnot fournis par la librairie. Donc voilà pour cette rencontre. Mais alors ça fait beaucoup de choses, c'est une journée chargée aujourd'hui aussi, et je regardais le questionnaire de Proust dans votre abécédaire, Gérard Jugnot. Oui. Parce que vous savez, on sillonne la France en ce moment avec Isabelle Mergo pour la pièce. Et j'ai vu Guebwiller, le ballon de Guebwiller, il n'est pas loin d'ici. Alors moi je viens de Moselle, mais on va demander à tout le public qui va pouvoir me dire à combien de kilomètres. Oui. 80. Oui. C'est 1 heure de route, c'est loin, oui. Très bien. Parce que vous avez envie d'aller. Non, mais comme j'étais nul en géographie, mais je me souviens du ballon de Guebwiller. Ça me fascinait qu'une montagne s'appelle le Ballon. Ballon de glace. Un grand ballon. Un grand ballon. Et combien de mètres? Et l'Alsace, vous êtes passé dans les Pyrénées, j'ai vu le cret de la neige. Et l'Alsace, d'ailleurs, vous n'avez jamais. Avez-vous tourné, alors comme réalisateur, je ne pense pas, mais avez-vous tourné en Alsace, Gérard Jugnot? Non. Ah. Je crois qu'on a dû venir. Ce serait peut-être une bonne idée pour le prochain film. Je suis venu présenter des films. Oui. Mais je n'ai pas tourné dans le. Vous avez tourné dans le Jura? Toi, dans le Jura, près de Morteau. Pour Monsieur Bachubert. Mais pas encore. Pas en Alsace. En Alsace. Donc je faisais référence à vos journées chargées et au questionnaire de Proust dans votre abécédaire. Et ce que vous aimez, on vous pose la question, qu'aimez-vous? Vous aimez être débordé. Donc finalement, des journées où il y a juste une représentation, c'est assez ennuyeux. Quoi. Oui, non, c'est pas assez. Non, là on commence à fatiguer. D'ailleurs, j'ai pas regretté, parce que je n'aime pas regretter, mais c'est vrai que là, on est au bout de la tournée, on a fait, je crois, presque 16 000 kilomètres. Et on a joué déjà 70 fois, c'est la 300e bientôt, donc on joue dans des grandes salles, donc c'est chaud. Le problème du théâtre, c'est qu'on ne s'aperçoit pas de la fatigue, c'est-à-dire qu'on a toute une journée, puis d'habitude les gens travaillent la journée, puis le soir ils restent chez eux, et ben nous, ça commence le soir, et il faut retrouver l'énergie, mais finalement là, trouver cette énergie, ça veut dire qu'elle est là, et vous rejetez. Oui, parce que c'est du travail quand même. Je me souviens de la fille de Philippe Noiret, que vous avez bien connue, qui était toujours étonnée quand son papa partait, il allait jouer. Donc, vous, le soir, vous allez jouer. Oui, mais parfois, je resterais bien devant ma télévision avec ma femme. Mais oui, c'est vrai que c'est un métier formidable de jouer et puis d'entendre les gens rire. Surtout là, autant le paquet est une pièce très difficile, qui était une sorte de Beckett Light, j'ai un peu de mal avec ça. Mais quand même remarquable. Mais, remarquablement écrit. Oui, mais c'était très difficile. Il fallait l'absorber. Ça foutait un peu pour donjon. Alors que là, on joue vraiment une vraie comédie qu'a écrite Isabelle. On est 4, les gens rient énormément. Et ça,
même quand on est fatigué, ça régénère. C'est mieux qu'un coup de pied au cul. Cela dit, pour la tournée, le plus dur est à venir, parce qu'Antoine, qui vous accompagne et qui est encore dans la salle, me disait juste avant qu'on commence cette rencontre que le plus dur était à venir, puisque vous alliez partir jouer dans les îles, non, c'est ça? Oui, on fait la Réunion et Maurice. Oui. Ouais. Mais le plus dur dans les tournées, c'est l'après-ski, quoi. C'est les déjeuners, parce que comme on n'a pas grand-chose à faire, puis moi je suis ami avec certains restaurateurs, donc c'est... Voilà. C'est ça. Sachant qu'il y a de bonne table, hein, l'Alsace. Oui, je crois qu'on va aller chez Berlin. Là. Ah, vous allez à l'auberge Je de connais pas. Vous allez expédier la représentation. Non, on a un jour de relâche. Ah, donc c'est pas ce soir, pas après la représentation. Non. Ouais. Isabelle Mergo avait envie de concrétiser un projet de théâtre avec vous. On va en dire un mot de la raison d'être. Peut-être parmi les personnes qui sont présentes, certains changeront juste de salle et se retrouveront face à vous à 20h aussi ce soir. Il faut venir vite, parce que moi il faut que je file. Non, la pièce, moi Isabelle, je la connais bien depuis longtemps, puisqu'elle avait elle avait écrit un petit peu dans Voyage à Rome, un film avec Suzanne Plon, et surtout, elle m'avait aidé à écrire Meilleur espoir féminin. C'est un film que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est quelqu'un qui a une vraie plume, qui a le sens de la comédie, et en même temps le sens de la gravité parfois. Et même cette pièce qui est une comédie débridée, puisque c'est l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui a épousé une femme très jeune, et il ne s'aperçoit pas qu'elle l'a épousé plus pour son argent que pour autre chose, et qui a même engagé un tueur. Heureusement pour moi, il est nul, et il va apparaître un personnage sur scène qui est ma raison. C'est ça, dans la raison d'aimer, Isabelle Mergo est la raison d'aimer. Oui, ce qui est assez paradoxal, vu qu'elle est un peu perchée. Mais, et donc, c'est un dialogue entre ma raison et moi. Enfin, c'est une pièce très très drôle, même si à la fin, il y a un petit moment de gravité et d'émotion qui ne me déplaît pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup, et dans mes films, je le fais, peut-être trop parfois, mais j'aime bien un peu mettre du sentiment. Dans le dictionnaire de ma vie, à la lettre T, c'est justement théâtre, que vous dites avoir découvert surtout, même si vous êtes allé un peu au théâtre gamin, à Gérard Jugnot, mais avoir découvert surtout à la télévision, avec au théâtre ce soir. Oui, les captations, c'est pas bien. Pour un acteur, c'est très frustrant, et en même temps, il reste quelque chose. Et moi, j'ai découvert le théâtre grâce au théâtre ce soir, et c'est pour ça que Isabelle ne voulait pas, mais on va faire une captation de la pièce. J'ai fait une captation de tous les spectacles, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai joué longtemps. Qu'est-ce que vous aimez? Je joue à chaque fois 300, 400. Cher Trésor, on l'a joué 500 fois. Sans lassitude? Non. Non, enfin, tant que les salles sont pleines, ça va. Mais le pire, c'est quand les salles sont pleines, on s'arrête. Mais non, mais on joue pas 400 fois ou 500 fois d'un coup. On s'arrête 3 mois pour les vacances. Après, on reprend, on fait une tournée, on refait une autre tournée. Et c'est très bien. Et vous dites d'ailleurs avoir repris le goût à la scène avec Espèce menacée, que certaines ont peut-être vu il y a une vingtaine d'années. Cette pièce de Récounet que 89, oui, ça fait... Moi je l'avais en 97. Hein. 97. Oui, ça fait un peu plus de 20 ans, disons. Tant oui, vite, non, mais... parce que 97, c'était autre chose. Oui. C'était plus tard, oui. Oui. Et donc que votre fils a remonté, mis en scène, et qui repart pour de nouvelles aventures et qui se passe très bien, avec Espèce menacée, cette pièce-là vous a redonné le goût. Vous aviez adapté avec Michel Blanc, cette pièce de... Oui, on avait adapté une pièce de Récounet très très drôle, très folle, que je ne suis pas sûr de pouvoir jouer maintenant parce qu'elle était très très fatigante. Parce que le problème de la comédie, c'est que c'est fatigant. Il y a du rythme. Oui, il faut l'énergie, on peut pas... tout le monde peut faire l'expérience. Si vous racontez une histoire drôle, que tout le monde a cette expérience, pour raconter une histoire drôle, alors c'est l'histoire d'un mec qui est né, alors, ça vous êtes sûr que si vous n'avez pas l'envie de faire rire les gens, l'envie de percuter, et c'est très fragile, parce que c'est comme une allumette, ça ne marche qu'une fois. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui tousse, ou quelqu'un qui dit « Ah oui, je la connais », puis ça y est, c'est foutu. Donc, une pièce, c'est pareil, une pièce de comédie, comme celle-là, c'est une centaine de haies à sauter, et on essaye de les sauter toutes. Et parfois, on en foire, parfois il y en a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouveaux effets qui se font. C'est très très mouvant. On me dit toujours, c'est le même bateau, mais c'est jamais la même mer. Et surtout en tournée, c'est encore plus formidable parce qu'on joue dans des salles de 600, 800, et puis des fois 1000, 2000. Maintenant,
On a même fait un zénith avec 2800 personnes. Et on joue avec des micros. un petit micro quand même, parce que Des écrans peut-être pour qu'on vous non, pas d'écran. Non, mais c'est plus confortable pour les gens. Non, les gens sont assez Ouais. prêts, mais c'est important. Voyez, le micro, même si je parle fort, il n'y a pas la pêche, la perception, la percussion que demande un effet de comédie. Et Cilla Shelton, qui était votre prof, qui vous a beaucoup marqué, qui a beaucoup compté pour vous, Cilla Shelton, qu'on a vu toutes et tous dans le film de Châtilliez, Tati Daniel, disait qu'au théâtre, il faut mouiller sa chemise. Oui, il faut mouiller sa chemise. Oui, je crois que c'est important. Les gens payent cher, se déplacent. Si vous jouez dans les bottes ou si vous leur donnez pas ce qu'ils attendent, c'est un peu, vous savez, c'est comme un restaurant. Si vous servez de la merde, les gens ne sont pas contents, et puis même vous n'êtes pas content. Vous savez, on fait souvent cette expérience. On arrive parfois, il y a des soirs où on est fatigué, on est un peu là, puis la vie aussi la vie, elle est comme pour tout le monde. Vous pouvez être malade, vous pouvez avoir des chagrins d'amour, des maladies, des décès. Je sais que je cherche un trésor, j'ai enterré ma mère, l'autre pièce c'était mon père, bon, il faut y aller le soir. Et c'est assez salutaire, parce que pendant 1h30... c'est vrai que c'est arrivé à d'autres comédiens aussi, mais on se demande comment on fait, comment vous avez... Céro, c'était arrivé quand je crois que sa fille... atroce. Oui, donc il a joué la cage aux folles quand sa fille... en apprenant le décès de sa fille. Oui, en plus, Serge Lama, ses parents aussi... En plus, Céro, c'était terrible parce que il jouait un travesti dans la cage aux folles, et sa fille est morte dans le bois de Boulogne parce qu'il y avait des travestis qui étaient poursuivis par la police et qui l'ont percuté, qui l'ont tué. Donc c'est pas facile. Et bon, il a dit voilà, je ne me parlez pas, vous levez le rideau, et je crois que ça l'a sauvé, parce que c'est une thérapie aussi. Combien de fois on arrive fatigué et on sort en forme parce que les gens vous ont donné aussi. Le public vous porte aussi. C'est un échange. Quand vous faites rire les gens, ils vous renvoient quelque chose de formidable. C'est pour ça que moi je préfère jouer au théâtre des pièces drôles. Même si au cinéma on peut faire les deux, mais au théâtre c'est mieux quand même quand les gens sont contents. Si je vous présente comme comédien, donc Gérard Jugnot comédien, vous me reprenez dans l'abécédaire, vous dites préféré acteur. Oui. Parce que il fallait mettre la lettre A. Et que vous aviez déjà... J'avais déjà une chose assez. Mais non, il y a une querelle là-dessus comme comédien, acteur. Je ne sais pas bien la différence. C'était Jouvet qui parlait de ça. Les comédiens, c'est ceux qui vont vers le rôle, alors que les acteurs, c'est ceux qui sont le personnage. Je pense que c'est des conneries. Ce que j'aime dans le mot acteur, c'est qu'il y a le mot agir, actif. Et j'aime dans le théâtre ce côté sautiller, même si là, non, je sautille un peu moins. Avant, je tombais beaucoup pour faire rire les enfants, maintenant je tombe de ce que je me prends les dire de la vie. Mais c'est important, ce côté actif. C'était Barrault qui disait que les acteurs étaient des athlètes affectifs. Je crois qu'il y a les deux. Il y a à la fois l'émotion, parce qu'il faut donner une émotion, même si c'est le rire. Le rire, c'est une situation, c'est une émotion. Et en même temps, il faut bouger, il faut sauter, il faut envoyer. Il y a de la respiration, il y a surtout dans des pièces qu'en plus je me suis amusé à mettre en scène. La première fois que je mettais en scène une pièce, et donc Et se mettre en scène. Oui, mais enfin, ça, on a fait un peu ça à deux avec Isabelle. Mettre en scène au cinéma, c'est facile parce qu'il y a la caméra, mais au théâtre, ça se fait. Le jeu de l'acteur, le retour, ça se fait avec l'auteur. Je ne pouvais pas non plus dire à Isabelle, je crois que l'auteur a voulu dire que c'est elle qui avait écrit. Donc moi, je me suis focalisé sur la mise en place, sur faire un paquet cadeau. Donc elle avait écrit des trucs, ça se passe à Venise, donc il y a une gondole, enfin, c'est un bordel total, mais on s'est amusé. J'ai mis un peu de film, un peu de vidéo, et je me suis beaucoup amusé. Mais vous écrivez, Gérard Jugnot, l'acteur est son propre instrument, et donc vous associez des instruments à des comédiens, des acteurs, donc plutôt Philippe Noiret la contrebasse, Fabrice Lucchini la flûte, Sandrine Kiberlin un violon, et vous ne choisissez pas l'instrument, vous préférez quel instrument? Un basson. Non, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, je ne me suis pas posé la question. C'est plutôt
Comme dans Pierre et le Loup. Un homme orchestre, on peut, parce que j'aime bien jouer tous les instruments, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus aller contre son emploi, comme on dit. Avec Cilla Shelton, on travaillait beaucoup de choses qui étaient des contre-emplois. On nous disait, je ne vais pas vous faire travailler la comédie, vous l'avez en vous. Donc on a travaillé des plaidoiries d'avocats, des oraisons funèbres de Bossuet, Roméo et Juliette, avec Michel Blanc, je fais beaucoup de Roméo. On jouait, mais personne ne serait venu nous voir jouer Roméo. En attendant, Roméo, vous l'avez vécu dans votre vie, ça quand même. Vous avez été Roméo quand même plusieurs fois dans votre vie personnelle. Oui. Oui, non, c'est vrai. J'étais aussi Georges Dandin. On passe à la lettre C, parce que justement, la lettre C a été prise par les choristes. Vous n'allez pas raconter le bouquin, quand même. Non, mais on ne va pas faire toutes les lettres non plus. Mais on ne peut pas passer un moment avec vous sans parler des choristes, qui est quand même le deuxième plus gros succès dans votre carrière au cinéma, après les Bronzés 3. Puisque les Bronzés 3 ont fait 10 millions d'entrées. Oui, mais non, parce que c'est le plus gros succès. Alors, le plus gros succès, parce que si on considère l'international. Voilà, si on considère ça a été un truc de fou, ça, parce que c'est un film auquel personne ne croyait vraiment. On l'a fait comme ça, avec beaucoup de plaisir, mais il s'est passé un truc comme ça arrive de temps en temps. Et le film a eu un succès considérable en France et surtout à l'étranger. En Allemagne et en Espagne, ça a été énorme, même enfin dans tous les pays hispaniques, ça a été, et on a présenté le film dans beaucoup de pays à l'étranger. C'était assez drôle. Le grand truc, c'était les distributeurs locaux prenaient des chorales d'enfants et faisaient des petits morceaux sur ton chemin. Donc c'était en Allemagne, c'était Fra sur ton chemin. Et à Shanghai, c'était Fra sur ton chemin. C'était très touchant, c'était vraiment très touchant. Il y avait du monde dans tous les coins. Et c'est fou parce que c'était quand même un film qui parlait d'une époque révolue, pas très drôle d'ailleurs, mais je crois que c'est la musique qui a touché. Et puis le thème qui était qu'il ne faut jamais désespérer, et qu'on a tous rencontré un professeur un jour formidable qui vous a fait aimer, des choses qui vous a élevé, puisqu'en fait le mot élevé il n'est pas faux. On élève un enfant, on peut le briser. Et Clément Mathieu, c'était un professeur formidable. Et puis les choristes vous ont permis d'aller aux Oscars. Alors les Césars, vous y êtes venus souvent, mais oui, les Oscars. Je suis toujours parti. Oui, alors j'allais vous poser la question si c'est la loterie. Jean-Pierre Mariel, paix et son âme, que j'aimais beaucoup, disait je ne suis pas un acteur de tombola. Et c'est vrai que les Césars, d'abord il faut avoir la carte. La comédie ne l'a pas, on n'est pas très respectable quand on fait de la comédie. Quand vous voyez les Césars, c'est toujours des films souvent très noirs. Très vous étiez nommé parfois, c'était Mathieu Amalric par exemple. Oui, d'ailleurs j'étais nommé que dans les films un petit peu tragicomiques, comme Les Tandem, comme Batignolles, comme Tandem, comme Une époque formidable ou Les choristes. Et puis bon, après il faut avoir une concurrence loyale. Moi, je crois que j'ai été nommé une fois face à Depardieu dans Cyrano, mais dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'acheter un smoking. Mais il y a une grosse déception. En même temps, quand on est à l'image, on garde le sourire, mais en dedans, il se passe quoi? Gérard Jugnot. Surtout dans la première histoire de Gérard Depardieu, c'est terrible parce que le gagnant est Gérard Depardieu. C'est là où il faut être bon acteur. Bravo, enculé. Non, mais c'est pas très grave. Moi, j'ai eu des tas de décorations, donc je suis très content. Les gens d'honneur, le mérite, tout ça me fait plaisir. Peut-être un mot de Jean-Pierre Mariel. Vous avez tourné un film de Lautner ensemble. Hein. Oui. On aura tout vu. J'ai fait Calmos aussi avec lui. Oui, c'est dans votre premier petit rôle. J'étais dans La fête commence, mais on me voit très peu. Et moi j'adorais cet acteur parce que c'était un homme drôle, qui avait comme Rochefort, comme Noiret, des gens non seulement c'était des grands acteurs, mais c'était des belles personnalités, des gens assez formidables. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner aussi avec Noiret.
Et Marielle, il avait cette espèce d'un petit peu un peu désespéré. Et puis la fin de sa vie était terrible parce qu'il perdait la mémoire. Il est venu d'ailleurs, il y a peut-être certains aussi, il était il y a quelques années ici pour une rencontre comme celle-ci. Une sorte là, je sais pas si c'est un voyage, enfin, Tiens, je c'est sors. un peu à l'ouest, pour Bah, elle est méchante, avant, je sors. Moi, j'adorais ce temps-là. Ouais, d'ailleurs, il disait, Marielle, certains trouvent que j'ai une tête d'acteur, moi pas, j'ai une tête de rien. Au fond, c'est peut-être le mieux pour être comédien, avoir une tête de rien pour tout jouer. Bah, c'est un peu ce qui m'arrive. Oui. Quand vous oui, non, après, vous savez, moi, je dis toujours, j'avais un physique passe-partout et maintenant je passe plus nulle part. Donc, après, c'est à vous de. Je crois que c'est parce qu'on a cette espèce de petit complexe de dire, oh, je ne suis pas grand-chose, d'essayer de dire, tiens, à l'intérieur, il y a des trucs formidables, donc il faut que je fasse briller tout ça pour que les gens me regardent, que les filles me regardent. Vous parlez aussi des grosses têtes dans l'ABCDR. Ce sont de bons souvenirs, les grosses têtes, et vous racontez des moments tout à fait épiques quand vous partiez en tournée, parce qu'il y a eu les grosses têtes sur scène et qui tournaient un peu partout. Vous avez vécu ces aventures-là. Ce sont de bons souvenirs. Gérard Jugnot, là, on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans le théâtre, on est dans... Dans le rien. Oui, c'est ça. C'était n'importe quoi. Dans n'importe quoi, oui, non, c'était effrayant. Mais je suis content parce que ça n'a pas été filmé, personne n'a su. Mais il y avait à chaque fois 5 000 personnes dans la salle et c'était honteux. Hein. Mais il se passait un truc. Bouvard arrivait comme Johnny Hallyday avec son petit ventre. Et il y avait, c'était l'époque, il y avait Citrone, il y avait Castelli, Sim, Jacques Martin, Jean-Yann, c'était quand même assez. Et vous dites qu'il vous impressionnait, Jacques Martin. Ah oui, oui. Jean-Yann aussi, moi j'ai tourné après, j'ai fait tourner Jean, c'était un truc formidable. Non, oui. Non, Jacques Martin c'était terrible parce que il avait une réussite énorme et une grande tristesse, une grande déception parce que il avait réussi là où il voulait pas forcément, il était un grand homme de télévision, un grand animateur et il voulait être comédien, il voulait être chanteur, il voulait être metteur en scène, il avait raté tout ça. Et il a réalisé un film d'ailleurs, dont le titre m'échappe, et qui Anna, c'est ça, et qui s'était très ramassé. mauvais, oui. Ouais. Très mauvais, mais non mais c'est ça qui était. Je trouve que dans notre métier, la pire chose, c'est de réussir là. Enfin, la pire chose, c'est de pas réussir du tout, mais de réussir là où vous ne voulez pas réussir. Par exemple, si moi j'avais voulu faire du Shakespeare ou des choses très, très noires, ben, j'aurais été très malheureux parce que donc il faut aussi savoir ce qu'on aime faire et avoir la chance que ça corresponde à ce que les gens aussi aiment de vous. Vous avez un intérêt pour l'histoire, vous avez tourné des films, Gérard Jugnot, en lien bien sûr avec des sujets historiques. Pour des échecs. Ouais. La comédie et l'histoire, ça marche pas très bien en Quoique Monsieur Batignolles, c'est l'histoire aussi. L'histoire, j'ai une cravate. Non, je crois vraiment que l'histoire pour les gens, c'est la cravate. Quand on commence à être habillé autrement, même la garde 14, ça marche pas très bien au cinéma. Mais j'ai adoré faire ça parce que les films historiques, c'est un plaisir de mettre en scène, puisque quand vous tournez un film contemporain, ben, vous mettez votre caméra n'importe où, vous dites voilà, on va tourner ceci et tout ça. Alors que un film historique, vous êtes obligé de tout refaire, de tout, que dans le cadre, tout soit refait, retravaillé, qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus excitant à fabriquer. Et puis en plus, vous êtes dans les costumes d'époque, donc voir l'armure, qui est quand même pas le costume, enfin, on se doute que c'est pas le costume le plus confortable. Oui, on s'aperçoit en plus que ça ne va pas être simple, et je crois qu'ils se battaient très peu avec leurs armures, parce que on peut rien faire. Puis surtout, ça se coince, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais essayé mon armure avec mes camarades, avec l'équipe, et j'étais allongé, ils sont partis, et j'ai pas pu me relever. Donc, et quand vous tombez, vous coincez le truc, et ça ne pouvait plus passer. Enfin, ça devait être très très compliqué. En plus, moi j'avais une armure assez légère, alors que les armures étaient très fortes. En fait, c'est là où on s'aperçoit, ce qui est très excitant quand on joue dans un film comme ça, c'est qu'on comprend de l'intérieur comment les gens pouvaient vivre, et je pense qu'ils devaient retirer très vite l'armure pour pouvoir se muer et se battre, quoi.
Mais et c'est là où on apprend des choses comme l'histoire du poignard arabe, le poignard qui est en croissant. C'est très bizarre ce poignard. Pourquoi on n'arrive pas à trouver du pain avec ça? Et en fait, c'était pour atteindre le défaut L'armure. le défaut de la cuirasse. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que quand les musulmans, enfin les musulmans, les sarrasins, ont vu arriver les mecs dans leurs armures, ils n'avaient pas d'armure. En plus, ils devaient cuire là-dedans, c'est une horreur. Et ils se sont aperçus qu'ici, il fallait évidemment qu'il y ait un morceau de cuir pour pouvoir. Et grâce à cette serpe, enfin, ce couteau, ils pouvaient atteindre le cœur du croisé. Vous parliez, alors on a cité des succès, bien sûr, Gérard Jugnot, mais notamment Sans peur et sans reproche n'avait pas très bien marché, d'autres aussi. Comment alors est-ce que vous avez une armure justement pour encaisser ça, les échecs? Non, il faut attendre. Les échecs, ça fait beaucoup de mal parce qu'on s'investit beaucoup. Un film, c'est minimum un an de travail, d'énergie, puis on y croit. En fait, les gens s'en foutent globalement. Nous, on fait un film, là, demain, il y a des gens qui sortent. Moi, j'ai fait l'émission avec Guillaume Canet, et on ne pense plus qu'à ça. Ça fait 5 semaines qu'ils sont sur les routes. Et bon, il y a des gens qui vont venir, puis d'autres qui disent, oh, bah, peut-être on ira, peut-être on ira pas. Globalement, les gens, enfin, il y a 300 000 personnes qui sont fans, et puis les autres, ils viendront, ils viendront pas, ils verront la télé. Et donc, nous, on est dans un espèce de truc comme ça, fou, et finalement, bah, il faut remettre les choses à leur place. Puis quand les gens viennent pas, c'est pas qu'ils vous en veulent, c'est que ça ne les intéresse pas. Le pire, c'est quand les gens viennent et que ça leur plaît pas, ça c'est plus grave. Et puis, si vous voulez, après, il y a... après, il y a d'autres vies. Oui, Sans peur et sans reproche, c'est un film qui a trouvé son public après, à la télévision, dans les chaînes numériques. Voilà, puis des fois ces films-là meurent, ou repassent pas. Moi, j'ai fait un film que j'aimais bien, qui s'appelait Le Rose et le Noir, qui était un film sur l'Inquisition. Sur les fous de Dieu. C'était une manière de dire, vous voyez, il y a des fous de Dieu en ce moment, mais ça a toujours été, c'était pas les mêmes, et puis la connerie elle recommence. Et ben oui, il faut pas plus. Mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film. Mais enfin bon, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est beaucoup d'argent perdu pour les producteurs et pour moi aussi un peu, donc on ne peut pas non plus faire ça tout le temps. Et en revanche, passer du temps, des mois, à travailler sur un film qui ne se fera pas. C'est ce qui vous est arrivé par exemple pour Astérix en Hispanie. Vous deviez réaliser ce film avec Clavier, Depardieu, et puis le projet est tombé à l'eau. Je crois que c'est Uderzo qui... Oui, Uderzo, non, c'est l'histoire. Enfin, il y a peut-être d'autres, beaucoup d'histoires. Donc c'est quand même des mois de travail, là pour rien. Là, il y a de... Bah oui, mais enfin tout le monde, dans tous les métiers, nombre de gens qui montent des affaires et puis qui ne marchent pas, qui fabriquent des objets qui ne vont pas se vendre, qui fabriquent des lunettes que personne n'achète, ça arrive. Mais bon, au moins on a eu du plaisir à le faire. Vous consacrez une lettre de l'abécédaire à votre grand-père, Pépé Jo. C'est quelqu'un qui a été important pour vous et qui a inspiré le personnage de Monsieur Batignolles, c'est ça? Alors je me suis servi de l'amour que j'avais pour lui et des souvenirs que j'avais. En même temps, il est parti, j'avais 14 ans, donc peut-être que j'ai embelli beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'était vrai que c'était un personnage qui a marqué ma jeunesse. Que quand je passais beaucoup de vacances, j'étais dans sa campagne. Bah oui, on se sert toujours un petit peu de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de films pour parler à mon père aussi, pour parler à mes proches, pour leur dire des choses. Mais c'est aussi toute l'ambiguïté de ce métier, c'est qu'on se sert de gens et finalement on les embellit, on les magnifie, on les transforme. C'est comme les souvenirs. Les souvenirs, souvent, on les embellit. Ce qui m'est amusé. C'était assez amusant quand j'ai écrit ce bouquin, surtout le précédent, Une époque formidable, que j'avais envie de faire pour essayer de remettre les choses à leur place. Il y a eu beaucoup de choses écrites idiotes, fausses. Et d'avoir le plaisir que j'avais de tremper cette Madeleine là, pour essayer de revivre tout ça, puis de me rappeler, pour raconter à mon fils et à mon petit-fils.
cette époque du café-théâtre, du Splendide du lycée, puisque moi j'étais au lycée avec Clavier en 5e et avec Thierry en 3e et Blanc en 4e, je crois. Donc, quand on se rencontre, on parle de notre enfance parfois, et c'est jamais les mêmes souvenirs, quoi. C'est assez drôle d'ailleurs, je pense que chacun est un petit peu comme un bloc de rocher où il y a des érosions mais qui ne sont jamais les mêmes. Ce qui vous a touché, vous, ce qui vous a impressionné, ce qui vous a sensibilisé, parfois les autres oublient, et puis eux, par contre, ils vont vous raconter un truc dément qui les a marqués, et vous, là, vous vous en souvenez pas du tout. Bon, en même temps, moi, je commence à avoir le disque dur un peu rempli, et j'ai pas de poubelle pour le vider. Il m'arrive souvent, surtout dans les tournées, là. L'autre fois, j'arrive dans un restaurant, et me dit « Ah, Gérard !» Calmons-nous. Ah, Gérard, enfin, je dis, écoutez, on ne se connaît pas, je ne suis jamais venu dans votre restaurant, alors dites-moi bonjour, et ne me tutoyez pas, me dit, enfin, Gérard. Et il me sort des photos où j'avais le truc de cuisinier dans la cuisine, je faisais le con et tout. C'était il y a 20 ans, 25 ans. Et, vous voyez, par exemple, là, on fait 70 villes. Chez Trésor, on a joué 150 villes, donc ça veut dire 150 hôtels, 200 restaurants, des gens. Vous, je me souviens vaguement de vous, mais je me souviens plus de l'arbre. De l'arbre de la Connexie Et puis surtout de mon noisetier qui n'a pas donné de noisettes.